11 janvier 2021, c'est le choc. Cyril Abiteboul, le patron de l'écurie Renault qui deviendra Alpine cette année, quitte le groupe Renault. La surprise est totale car nous nous attendions à tout sauf à ce départ, car même si on pouvait critiquer le travail ou le personnage de Cyril Abiteboul, il incarnait une sorte de continuité, d'évolution et de stabilité pour l'écurie Renault. À quelques jours de la présentation de l'équipe Alpine et de leur voiture pour 2021, on ne sait toujours pas ce qu'il se passe réellement en interne, ni ce qui s'est réellement passé et pourquoi. Cette nouvelle pose un certain nombre de questions. Pourquoi ce départ peut être perçu comme une surprise totale? Fallait-il qu'Abiteboul quitte carrément le groupe Renault? Et qu'est-ce que cela signifie pour la saison qui arrive et la grande révolution de 2022 pour Alpine? Le départ de Cyril Abiteboul intervient tard dans ce que l'on appelle l'intersaison en Formule 1. C'est le moment où les équipes travaillent d'arrache-pied pour terminer la voiture de la saison qui arrive. C'est une période plutôt tendue. Généralement, ce genre d'annonce, ça se fait en fin de saison de l'année d'avant pour l'année d'après, pas à 2 mois du premier Grand Prix de la saison. Donc le timing de la communication de cette nouvelle est donc assez particulier d'un point de vue strictement sportif. La surprise de ce départ est assez forte pour nous car à aucun moment on ne l'a vu venir. Nous n'avons pas été préparés à ce départ et lorsque le groupe Renault a décidé de continuer le programme Formule 1 sous la marque Alpine, le 6 septembre 2020, Cyril Abiteboul devait entre guillemets monter en grade, prendre la tête de la marque directement ou du moins, en tout cas c'était les rumeurs, il n'y avait rien d'officiel, mais ça paraissait plutôt logique. On a eu peu de communication, voire quasiment aucune, à part la présentation de la marque Alpine au global et de ses objectifs par Laurent Rossi, le nouveau CEO. Rien sur la raison du départ d'Abiteboul, rien sur le rôle précis de Davide Brivio, aucune communication sur l'organisation de l'équipe. Donc on a deux possibilités. Soit on s'inquiète pour rien, ce qui est pas impossible de nos jours, car dans nos sociétés ultra connectées, on trouve louche que quelqu'un ne parle pas. Voilà, ce qui est parfois un tort. Soit tout est super prêt en coulisses pour que tout démarre nickel le jour J. Ils communiquent quand ça vaut le coup de le faire et ne prennent pas la parole pour ne rien dire. Le fait de ne pas avoir de communication de la part d'Alpine peut aussi être la conséquence de l'inertie de la décision de s'être séparé d'Abiteboul. Bref, on verra lors du lancement de l'A521. Mais si on prête attention à tout ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Luca De Meo à la tête du groupe Renault, on est plutôt dans la rupture de son prédécesseur que dans la simple continuité. Et en témoigne notamment la présentation Renaulution qui est le plan de marche pour les années à venir du groupe. Pour commencer, Luca De Meo est allé lui-même chercher Davide Brivio qui a fait les succès donc de Valentino Rossi en MotoGP et plus récemment de Suzuki l'année dernière. C'est un directeur d'équipe et on peut pas avoir deux coqs dans le même poulailler. Ensuite, Jérôme Stoll, le président de l'équipe Renault depuis 2016, a dit au revoir à l'équipe à Bahreïn, Esteban Ocon ne manquant pas de lui dire un gentil petit mot à la radio à l'arrivée de la course, car c'est aussi en partie grâce à lui que Renault est passé d'avant-dernière en 2016 à se battre pour la 3e place du championnat en 2020. Et donc pour finir, Cyril Abiteboul quitte le groupe Renault, pas l'écurie mais carrément le groupe. Est-ce un départ volontaire ou une invitation à faire ses cartons? Bon, de loin comme ça sent quand même l'invitation soutenue de partir. Donc si rebadger l'écurie Renault en Alpine F1 Team, ça paraissait évident, le départ de Stoll et d'Abiteboul l'était probablement beaucoup moins. Ou peut-être pas tant que ça, finalement, parce que pour s'en rendre compte, faut regarder le bilan de l'équipe depuis 2016. La voiture a progressé d'année en année, et Dieu seul sait qu'on partait de loin. Magnussen Palmer pour 2016, c'est loin d'un line-up sexy sur lequel on peut construire quelque chose. Je rappelle aussi qu'il y avait 2 coqs dans le poulailler avec Fred Vasseur et Abiteboul aux commandes. Les rôles étaient a priori mal définis, ça se marchait un petit peu dessus, la bureaucratie française comme on la connaît bien. Avant son départ vers Sauber, Vasseur a recruté Nico Hülkenberg, qu'il connaît très bien pour la saison 2017. Abiteboul, lui, est resté pour continuer le travail, et depuis, le line-up a changé chaque année. Sainz, Ricciardo, puis Ocon et enfin Alonso. La 4e place de 2018 a été bien aidée par le changement de nom de Force India devenant Racing Point, nouvelle écurie en Formule 1 et repartant à 0 au niveau des points en courte saison. Hop, juste une petite précision. Effectivement, si on fait l'addition des points entre Force India et Racing Point au cours de l'année 2018, on est en dessous du score de Renault et donc Renault a bien mérité entre guillemets sa 4e place. En revanche, les problèmes financiers auxquels a fait face Force India, qui est donc devenu Racing Point grâce à Lawrence Stroll et Sergio Pérez pour sauver l'écurie, a bien mis l'équipe dans la galère justement pendant cette saison. 2019 a été un pas en arrière et 2020, malgré 3 podiums, a manqué de fiabilité pour concrétiser cette 3e place au constructeur. Les podiums sont arrivés donc trop tard et Red Bull se casse toujours autant les dents contre Mercedes alors qu'on a perdu le soldat Ferrari dans la bataille des moteurs l'année dernière.
Le titre pour Renault est clairement hors de portée. Sportivement parlant, il y a une vraie évolution, quelque chose qui marche très bien au sein de cette équipe, et un vrai potentiel que l'on voit se débloquer finalement de saison en saison. Il y a un bon mood général, une culture forte d'entreprise en fait, d'essayer d'aller chercher encore mieux que ce qu'ils font actuellement pour le futur. Mais la feuille de route a pris du retard, probablement trop de retard. Les objectifs ont été manqués, clairement, et d'un point de vue business, c'est presque catastrophique. Ricardo a reçu un virement de 30 millions de dollars pour rester 2 ans et a pris la décision de partir dès le début de la deuxième année, avant même que la saison commence. Et pendant ce temps, Red Bull puis McLaren ont décidé de se tourner vers un autre motoriste, car non satisfait de Renault, Alonso a signé. Là aussi, je suppose qu'on lui a fait un joli chèque, même s'il vaut pas autant qu'un Hamilton. Bref, ça commence à faire un peu cher. Donc si on fait le bilan de Cyril Abiteboul à la tête de l'équipe, c'est en retard, est trop cher. Mais était-ce la bonne décision de s'en séparer? L'avenir nous le dira, mais le timing, en revanche, était le meilleur pour faire un changement de cet ordre. Avec le passage de Renault à Alpine, on arrive à la fin d'un cycle. Un cycle qui n'a donc pas atteint ses objectifs initiaux, les podiums, les victoires et le titre mondial. Et en 2022, c'est la révolution en Formule 1, donc 2021 est une année de transition importante. S'il y avait plusieurs gros changements à faire, c'était donc maintenant, ou alors ces changements n'auraient eu de sens en fait que dans plusieurs années, une fois la période de transition passée et l'accomplissement ou non de nouveaux objectifs sur une période donnée. Changer, c'est aussi prendre un risque. On a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On a tendance à toujours en fait percevoir l'échec d'abord au lieu de se concentrer sur ce qui pourrait réussir. Si vous ne prenez pas de risque, il y a peu de chances que vous puissiez atteindre un objectif extraordinaire. Et les risques, c'est dans l'ADN même de la Formule 1. Donc la question qui subsiste, c'est quelle est la conséquence finalement du départ d'Abiteboul sur l'avenir de l'équipe Alpine? Est-ce que le verre est donc à moitié vide ou à moitié plein? Regardons sur le court terme, à horizon 1 an. Le plus gros problème inhérent à n'importe quelle entreprise ou grand groupe, c'est l'inertie des décisions. On ne voit les effets de certaines décisions qu'après plusieurs mois, voire plusieurs années. 2021 est une année de transition et les nouveaux patrons vont apprendre sur le tas le métier si particulier que demande de gérer une équipe de Formule 1. Laurent Rossi, le nouveau patron de la marque Alpine, n'a aucune expérience en sport automobile. David Ebrivio vient de la MotoGP, donc c'est pas vraiment la même chose non plus. Mais ce que l'on cherche, ce sont des managers, pas des techniciens. Pour être un bon manager, oui, il faut comprendre 100% de ce qui se passe dans ton entreprise. Mais tu manages quand même avant tout des êtres humains. Donc il y a un temps d'apprentissage avant d'arriver à trouver de la performance. Avant de voir Alpine gagner des courses, on peut se dire qu'il faut un temps pour les nouveaux patrons de s'installer et de créer entre guillemets des automatismes pour bien piloter l'écurie et les gens qui la font. Et le fait d'avoir de la nouveauté, du sang neuf, de faire différemment, ça peut aussi très bien fonctionner. Regardons désormais sur le long terme. On est en pleine année de transition avant une révolution en Formule 1. C'est donc l'occasion de bosser à fond pour préparer cette révolution. Donc le changement fait sens. Alpine et le groupe Renault veulent rester en Formule 1 car c'est une plateforme médiatique énorme pour développer et vendre des voitures de sport électriques. Oui, électriques. Malheureusement, le V6 hybride Renault ne se retrouvera a priori jamais dans une hypercar Alpine pour le moment, je dis bien pour le moment, et je reconnais que c'est bien dommage. Les futures Alpines bénéficieront en fait de l'expertise que la F1 développe autour de notamment tout ce qui est électrique. Alpine sera en fait la première marque grand public de voitures de sport électriques. Bon alors, pourquoi pas, vu comme ça, mais la F1 se dirige plutôt vers les biocarburants et une simplification des moteurs hybrides actuels. Pas de grosse révolution dans les 10 années à venir pour se diriger vers soit le full électrique, soit l'hydrogène par exemple. Donc ton équipe de F1 qui représente une marque de voiture électrique, ça fait un peu un mélange bizarre, un peu comme lorsque vous aviez une Mégane RS qui venait se garer à côté des McLaren, Ferrari et autres Aston Martin dans le paddock. Ça fait un peu bizarre. Donc si électrique, pourquoi ne pas aller en Formule 1, vous allez me dire? Et je suis entièrement d'accord avec vous. Luca De Meo n'a pas manqué de lâcher un énorme tacle à la Formule 1 en affirmant que personne ne regardait cette catégorie. En effet, les audiences sont confidentielles, difficile donc de savoir si c'est une réussite ou non. Et contre 500 millions de fans à travers le monde pour la Formule 1, tu peux difficilement rivaliser. Tu veux vendre des voitures de sport en général? L'endurance ou la F1. Le Mans, c'est une fois par an, donc ok, oui. La F1, c'est 23 fois par an. Donc la présence dans ces deux catégories, ça fait sens. En tout cas, les objectifs pour l'équipe sont clairs. Les podiums réguliers à partir de 2022, rien de plus. Pas de titres mondiaux, de jouer, voilà, les podiums. Pour finir, je vais faire un petit parallèle avec l'autre grande marque qui revient en Formule 1 cette année, Aston Martin.
C'est dans les cartons depuis plus d'1 an. Le plan pour arriver en F1 était clair pour Stroll, à ne pas confondre avec Stoll. Le but est similaire à celui d'Alpine, se servir de l'impact médiatique de la F1 pour vendre des voitures de sport. La mise en action a pris du temps, il y a un véritable effet d'inertie et on ne s'est pas précipité du côté d'Aston Martin pour pouvoir faire les choses bien. On ne devient pas milliardaire en claquant des doigts, donc le bonhomme, a priori, il sait ce qu'il fait. Là où malheureusement, en fait, le temps est devenu plus court pour Alpine, car les annonces et la mise en action ont commencé mi-2020. Donc la transition va être peut-être un petit peu plus rock'n'roll chez les Bleus que chez les Verts. En vue de 2022, évidemment. On a une impression de passage et d'entrée dans une nouvelle ère de manière très brutale, vraiment abrupte, mais absolument nécessaire. Alpine aurait pu aller débaucher d'autres managers qui connaissent parfaitement la Formule 1, mais finalement s'est rabattu vers quelqu'un qui sait faire les succès d'une équipe. On est allé chercher quelqu'un en MotoGP plutôt qu'un connaisseur. En fait, c'est une stratégie qui est vraiment très osée, mais qui peut s'avérer vraiment très payante aussi. Le cycle Renault de 2016 à 2020 n'a pas atteint ses objectifs. Il y a un nouveau projet du groupe Renault qui paraît plus évident et qui fait sens, l'occasion de faire du neuf avec du vieux. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a présenté la nouvelle Renault 5 par exemple. Luca De Meo est un maître pour ne pas gaspiller et pour transformer l'existant en succès. D'un autre côté, on perd une personnalité qui apportait du folklore à la Formule 1. Aimé ou détesté, il ne laissait pas indifférent. Et c'est aussi le charme de la Formule 1 que d'avoir de fortes personnalités. Voir Christian Horner et Cyril Abiteboul s'envoyer des énormes tacles bien salés en conférence de presse, je vais pas vous le cacher, ça a manqué un petit peu. Pour ce qui est du tatouage, en revanche, aucune nouvelle. Mais Ricciardo ne lâche pas l'affaire. L'occasion d'avoir un épilogue pour Abiteboul, autrement cela restera une légende.